Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus sur Investir dans les dividendes. Aujourd'hui, pour la toute première fois, vous allez pouvoir découvrir l'intégralité des actions que je possède dans mon PEA. 30 actions au total, on va les découvrir une par une et à chaque fois, pour chaque action, je vous dirai ce que je compte faire, pourquoi je l'ai acheté, est-ce que je vais me renforcer ou pas et si j'ai intention de me renforcer, à quel prix. Vous découvrirez également quelles sont les actions que j'ai vendues en 2021 et pour finir, on comparera la performance de mon PEA avec celle des principaux indices et petit teaser, vous verrez que contrairement à ce que certaines personnes affirment, un portefeuille à dividendes peut être également très performant au niveau de sa prise de valeur globale. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé cette vidéo, je l'ai donc réalisée, elle m'a pris beaucoup de temps, alors je vous remercie d'avance pour votre soutien, pour tous les likes que vous allez mettre, un maximum de likes s'il vous plaît. Pour vous, ça vous prend une demi-seconde de faire le geste de mettre un like et pour moi, c'est super important. Donc franchement, merci beaucoup. Réagissez également à cette vidéo directement dans les commentaires en me disant ce que vous en pensez et en mettant les actions que vous possédez dans votre portefeuille. Alors je vous l'ai dit, on va voir toutes les actions. Je vais vous parler aussi de mon taux de rendement sur capital initial pour voir combien j'ai investi pour obtenir ces dividendes. Ça, vous me l'avez demandé également. Et puis, je vais vous parler très rapidement de mon parcours d'investisseur parce que vous allez voir que ce que je fais, eh bien, en fait, tout le monde peut le faire. Il n'y a pas de souci. Mon parcours, en fait, il est simple. J'ai commencé la bourse en 2010 en ouvrant un PEA avec un capital de 5 000 €, capital de départ. C'était de l'épargne que j'avais mis de côté. J'ai fermé ce PEA en 2013. Alors, pourquoi j'ai fermé ce PEA en 2013 ? Parce qu'en fait, j'avais un projet à l'époque de création d'entreprise qui malheureusement au dernier moment est tombé à l'eau et donc du coup la somme que j'avais retirée, eh bien je l'ai réinvestie dans un nouveau PEA en août 2014. Donc comme j'avais pas attendu les 5 premières années pour retirer, j'ai forcément été imposé quand j'ai fermé mon PEA en 2013. Donc c'est dommage, mais en tout cas voilà, c'est une erreur que je n'ai plus reproduit par la suite. Donc j'ai rouvert un PEA en août 2014. Alors je tenais à préciser que en fait tout ce que j'ai investi, c'est pas une somme d'argent que j'ai touchée qui est tombée du ciel, c'est pas un héritage, c'est de l'épargne, j'ai mis de côté en travaillant, j'ai généré aussi des plus-values, j'ai reçu bien entendu des dividendes et tout ça en fait m'ont permis de faire gonfler mon capital et donc avec l'épargne que je continue à accumuler, eh bien je réinvestis régulièrement, je fais des apports réguliers sur mon PEA qui me permettent aujourd'hui d'avoir les résultats que j'ai et en sachant que je voulais vous préciser également, quand je vous dis que tout le monde peut le faire, quand j'ai commencé à travailler, c'est à peu près sur les mêmes années que l'ouverture du premier PEA. Je commence à travailler un petit peu avant. J'avais donc mes premiers salaires. Pendant 2-3 ans, j'avais des CDD, CDI, j'enchaînais différents contrats et mon salaire, en fait, il était compris entre 1100 € et 1350 € net. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé difficilement, mais commencé quand même à épargner et à investir. Alors maintenant que je vous ai parlé très rapidement de mon histoire, on va se focaliser sur mon PEA, mon plan épargne action. Alors l'image que j'ai choisi de vous mettre, c'est la bourse de Paris, enfin l'ancienne bourse de Paris, le Palais Brongniart, là où était installée la bourse il y a quelques dizaines d'années. Je vous ai mis aussi le drapeau européen, pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des gens qui l'ignorent, mais je vous rappelle que vous pouvez acheter dans votre PEA différentes actions européennes dont le siège social est dans l'Union européenne. Donc voilà, je tenais quand même à le préciser. Juste avant de vous dévoiler la première action de mon PEA, je vous rappelle quand même que je ne suis pas conseiller financier, que je ne donne pas de conseils d'investissement, on fait ça juste dans un but pédagogique cette vidéo, et que mon portefeuille n'a pas vocation à être dupliqué. Vous devez faire vos propres choix, vos propres analyses et c'est à vous de décider d'investir ou pas sur telle ou telle action en fonction des différentes analyses que vous allez pouvoir faire. Le disclaimer étant fait, on passe tout de suite à la première action de mon PEA et d'ailleurs on commence avec une action que je n'ai pas achetée pour les dividendes mais juste parce que je la trouvais complètement sous-valorisée. Il s'agit du géant belge de la bière AB InBev. D'ailleurs ils viennent de changer de logo, Avant le logo c'était celui que vous voyez en haut à gauche là avec l'aigle et le 13 janvier, donc c'est très récent, ils viennent d'annoncer leur nouveau logo, nouvelle charte graphique qui est celle que vous voyez au milieu de l'écran. Donc AB InBev, comme je vous l'ai dit, je l'ai acheté parce que je trouve qu'elle est complètement sous-valorisée, elle a vachement baissé à cause du Covid, elle a baissé énormément aussi depuis quelques années, on va le voir juste après, à cause de sa dette qui est assez importante suite à un énorme rachat qui a eu lieu en 2016 et donc je trouve que c'est ce qu'on appelle une value stock, elle est décotée et c'est pour ça que j'ai investi sur AB InBev, donc pas du tout pour le dividende et c'est pour ça que je vous ai mis ce symbole là à chaque fois
que vous verrez ce symbole-là unique sur la page à côté d'un logo d'une entreprise dans cette vidéo, eh bien vous saurez que je l'ai acheté pour sa perspective de revalorisation. Donc AB InBev, je passe très rapidement, mais ça fait partie des principaux producteurs mondiaux de bière. Il s'occupe de la production, de l'embouteillage et vente de boissons sans alcool, mais également de la production de bière. Il possède des marques comme Budweiser, comme Corona, comme Stella Artois, comme Hoegaarden. Enfin bref, il y en a plein qui sont hyper connus. Bud Light aussi également, ou encore Skol. Donc voilà, des marques très très puissantes, en sachant qu'ils vendent partout sur la planète. Leur première zone géographique, c'est l'Amérique du Nord avec 33% du chiffre d'affaires, suivi par l'Amérique centrale. Alors à chaque fois, je vais passer quand même assez rapidement sur les différentes entreprises. On va pas perdre trop de temps. Je vous ai mis les différents chiffres clés. Je vais pas les analyser. Je ferai peut-être une vidéo spéciale sur AB InBev, mais c'est juste si jamais vous voulez faire un petit arrêt dans la vidéo pour regarder vous-même les chiffres, eh bien vous pouvez. Forcément, ce qu'on voit sur 2020, c'est que le résultat a énormément souffert des différents lockdowns, des différents confinements qui ont eu lieu partout sur la planète. J'ai fait l'acquisition de 50 actions AB InBev en 2021. Mon prix de revient unitaire, il est de 49,12 €. J'ai donc investi quasiment 2500 € sur cette société. Alors, ils ont versé un dividende en 2021 de 50 centimes d'euros. Après, le cash, ils l'utilisent surtout pour se désendetter actuellement et c'est pas plus mal. Sachant qu'il y a un précompte belge qu'on ne peut pas récupérer quand on est dans le cadre d'un PEA. Le précompte, il est de 30%. Donc en fait, pour les Français qui ont un PEA et qui touchent un dividende donc d'AB InBev, eh bien c'est 35 centimes qui ont été reçus en 2021. On va regarder très rapidement l'évolution du cours de bourse d'AB InBev au cours des 5 dernières années. Donc comme vous voyez, elle est quand même sur une pente descendante. Elle est aux alentours des 110 € en 2017. Ça a bien baissé, ça avait commencé à rebondir en 2019. Avec le Covid, l'action s'est effondrée. Et donc entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2021, l'action a continué de baisser, puisqu'en fait sur l'année 2021, AB InBev a perdu 6,74% et son plus bas des 52 dernières semaines se situe à 46,66 €. Deuxième action que j'ai dans mon PEA, c'est ALD Automotive. Alors le classement, vous avez compris, du coup je le fais par ordre alphabétique. ALD Automotive, vous voyez ce symbole là, cette image que je vous ai mise ici, ça veut dire que je l'ai vraiment acheté pour ses dividendes. C'est ça qui m'a attiré chez ALD Automotive, même si je pensais à l'époque qu'elle était sous-valorisée, et je le pense toujours. ALD Automotive, j'ai fait une vidéo spéciale sur cette boîte, donc si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous mets tout de suite le lien en haut à droite sur votre écran. ALD Automotive, c'est donc un des spécialistes mondiaux dans la location longue durée, dans la gestion de flotte automobile. Je vous en dis pas plus, j'ai la vidéo spéciale pour pouvoir parler de cette entreprise. Elle a bien traversé la crise, puisque c'est des contrats de longue durée, donc les revenus n'ont quasiment pas été impactés pour ALD Automotive. J'ai actuellement 500 actions ALD Automotive à un prix de revient unitaire de 12,51 €. J'ai investi plus de 6 000 € sur ALD Automotive. Le dividende en 2021 était de 0,63 € par action. J'ai reçu 78,12 €. Alors pourquoi j'ai reçu entre guillemets que 78,12 €? Eh bien c'est simple, parce qu'en fait la position que j'avais dans mon portefeuille sur ALD Automotive à la date du détachement s'élevait à 124 actions. Donc quand je vous dis que je crois dans cette entreprise, vous voyez, je joins les actes à la parole, puisqu'en fait je suis passé de 124 actions à 500 actions. J'ai fortement augmenté mon exposition à ALD Automotive, et donc par rapport à mon prix de revient unitaire, le dividende 2021 a représenté un taux de rendement de 5,036%. L'action ALD Automotive est parfaitement stable sur 5 ans, vous voyez, plus 0,14%. Après, elle a connu des hauts et des bas. Elle a été très impactée au même titre que toutes les actions, que tout le marché pendant la crise Covid, en tout cas sur son cours de bourse. Elle a connu une année 2021 en croissance, plus 12,52%. Alors c'est sans compter le dividende qu'elle a versé, mais elle a sous-performé le marché, puisque le marché a fait bien plus que ça. Le CAC 40 est aux alentours de 29%. Donc, pour le coup, ALD Automotive est un petit peu en retard, mais il y a une opération capitalistique qui a été annoncée et qui, je pense, va pouvoir révéler toute la valeur d'ALD Automotive, en sachant qu'elle a touché des plus bas sur 52 semaines à 11,24 €.
La fameuse opération, c'est le rachat de LeasePlan, qui est un géant européen basé à Amsterdam. Ce rachat se fait pour 4,9 milliards d'euros. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura une augmentation de capital pour pouvoir financer ce rachat. Donc ça veut dire que les actionnaires actuels d'ALD pourront soit être dilués si jamais ils ne souhaitent pas participer à cette augmentation de capital, soit y participer au courant de l'année 2022 si jamais les autorités de la concurrence valident bien cette fusion. Et donc c'est pour cette raison que si jamais vous investissez aujourd'hui dans ALD, sachez que pour ne pas être dilué, vous devrez remettre au pot. Donc globalement, il faut le prévoir dans votre budget. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, normalement, je participerai à l'augmentation capitale d'ALD Automotive puisque c'est un deal qui va vraiment créer beaucoup de valeur pour les actionnaires. On continue avec Amundi qui est dans mon portefeuille pour des raisons de dividendes. Amundi, c'est un des principaux gérants d'actifs mondiaux. Pareil, je vous ai mis les différents chiffres clés au cours des 5 années précédentes. Donc Amundi vient de racheter Lyxor, son concurrent qui était dans le giron de Société Générale. Amundi, j'ai 16 actions. Mon prix de revient unitaire, il est de moins de 63 €. J'ai investi 1000 €. Alors Amundi, si jamais l'action baisse, j'aimerais bien me renforcer au capital de cette très belle entreprise qui est très très bien gérée. En 2021, elle a versé 2,90 €. Mon taux de rendement des dividendes s'élève à 4,61%. L'action Amundi, en fait, est une action qui peut être assez volatile en fonction des conditions de marché. C'est une action à fort bêta qui peut amplifier les hausses comme les baisses. Elle est assez dépendante des conditions de marché pour son business. Et donc, Amundi cote actuellement 72,25 €. Elle a progressé de 8,61% en 2021, donc elle a sous-performé le marché. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir rechoper, si j'en avais l'occasion, du Amundi vers du 60-62 €. À ce moment-là, je pense que je renforcerai de manière bien plus importante. Alors après, ce serait vraiment du bonheur si j'arrivais à l'avoir vers les 55 €. Mais en tout cas, je pense que je me renforcerai après si jamais elle monte vers les 82-85 €. En fonction des conditions de marché, il n'est pas exclu que je revende ma position pour pouvoir essayer de me renforcer plus bas quand il y aura un marché un petit peu plus baissier. Action suivante dans mon PEA, l'entreprise Atos. Alors Atos, je l'ai acheté exclusivement parce que suite à différents problèmes, je trouve que l'entreprise est complètement délaissée par le marché. Alors, Atos souffre légitimement par rapport à Capgemini. Capgemini, c'est le meilleur de la classe et Atos, ça a été très très compliqué. C'est un petit peu le cancre, mais je trouve que sur ces niveaux de valorisation, ça vaut le coup. Alors, je suis en moins-value sur Atos, donc c'est vraiment pas du tout dans le cadre d'un portefeuille à dividendes. Là, c'est vraiment ce qu'on appelle une recovery, un potentiel de revalorisation si jamais l'entreprise arrive à être redressée. Donc on verra. Pour le moment, je vous dis, je suis en forte moins-value, mais je peux être patient sur ce dossier-là et je vais être patient en attendant que Atos soit redressé. Donc c'est un des premiers groupes mondiaux de services informatiques. Le problème d'Atos, c'est qu'ils n'ont pas été assez vite dans le cloud. Atos a connu une année compliquée. Ils ont fait aussi des avertissements donc sur résultats. Ils ont eu un problème de comptabilité dans leur filiale américaine. Donc ils ont vraiment cumulé différents problèmes Atos cette année. Le chiffre d'affaires, c'est pareil, je ne vais pas revenir dessus, ça a souffert énormément en 2020 et en 2021, les objectifs qui ont été annoncés ne vont pas être atteints, ils seront très prochainement publiés, mais il y a un profit warning qui a eu lieu tout début 2022. J'ai actuellement 127 actions Atos dans mon portefeuille et le prix de revient unitaire, il est de 48,40 €. J'ai investi un peu plus de 6 000 € dessus en sachant qu'ils ont versé en 2021 au titre de 2020 un dividende de 90 centimes d'euros, mais comme à l'époque je n'avais que 33 actions Atos, eh bien j'ai reçu un peu moins de 30 €. Ça fait un yield on cost de 1,86%. Mais encore une fois, j'ai pas du tout acheté Atos pour les dividendes. Ça, ce sera dans quelques années si jamais j'ai pas revendu et que ça se redresse, la cerise sur le gâteau. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est que l'action se redresse et que je puisse générer une plus-value intéressante sur Atos. Bon, vous l'avez vu, 48,40 € de PRU alors que l'action Atos cote actuellement 31,34 €. Donc quand je vous dis que je suis en moins-value, c'est une forte moins-value latente pour le moment.
moment, mais je ne revends pas Atos. Je me suis même renforcé encore dernièrement pour faire baisser mon PRU, en sachant que ça a été une catastrophe sur 2021, puisque l'action Atos a tout bonnement perdu 50% entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, donc grosse gamelle pour l'entreprise Atos. On poursuit avec l'entreprise AXA que j'ai carrément acheté pour ses dividendes. C'est un groupe qui est extrêmement bien géré, un groupe français, donc bien sûr vous connaissez tous, c'est de l'assurance. Pareil, je vous ai mis le screenshot des chiffres clés, si vous voulez regarder en détail, vous faites une pause sur la vidéo, mais moi je vais passer. J'ai 355 actions AXA dans mon portefeuille, un prix de revient unitaire inférieur à 17 euros. J'ai investi donc 6 000 euros sur AXA. Le dividende en 2021 était d'1,43 €. J'ai donc perçu un peu plus de 500 euros. Ça représente un yield on cost de 8,47%. Donc sur mon capital investi, j'ai touché 8,47% au niveau d'AXA. L'action AXA a connu une année 2021 excellente puisqu'elle a surperformé le marché avec une progression de plus 34,24%. Alors je n'ai pas l'intention de me renforcer sur AXA, je me renforcerai si jamais le marché baisse bien et qu'elle revient vers des 17-18 euros. Là je me renforcerai fortement, mais pour le moment j'ai pas l'intention sur ces niveaux de vendre, mais je n'ai pas l'intention non plus de renforcer ma position. Je suis sur une forte plus-value latente pour le moment au niveau d'AXA, et le niveau de dividende à mon avis va progresser en 2022, donc ça me va très bien de rester sur ma position actuelle. On continue avec l'entreprise BIC. Alors là, je l'ai surtout acheté parce que je trouve qu'elle a un potentiel de revalorisation qui est important, mais il y a un petit peu de dividendes quand même, et je pense qu'avec le redressement des résultats, BIC va pouvoir à nouveau augmenter ses dividendes. Donc la raison numéro 1, c'est vraiment la revalorisation que j'espère obtenir au niveau de l'action BIC, mais je l'ai aussi acheté pour ses dividendes, même si jamais elle n'a pas été régulière au cours de ces dernières années. Je pense qu'on a touché un point bas. Donc BIC, c'est un des premiers fabricants mondiaux d'articles de papeterie, de briquets, de rasoirs. Donc c'est des marchés qui sont un peu challengés, mais BIC est extrêmement puissant, très bien organisé, arrive à avoir des coûts de production qui sont très bas avec des produits de très haute qualité. Donc voilà au niveau de l'entreprise BIC. Pareil en termes de chiffre d'affaires, je vais passer rapidement, mais c'est sûr que depuis 2016-2017, il y a une décroissance du chiffre d'affaires, une décroissance qui a été très très forte en 2020. Ça devrait rebondir fortement en 2021. J'ai 32 actions BIC dans mon portefeuille. Mon PRU il est de 46,09 €. Alors pour BIC, j'espère que l'action repassera sous les 45 € et que je pourrai compléter ma position. L'idée c'est de reprendre 18 actions pour avoir 50 actions BIC en portefeuille dans un premier temps. BIC a versé un dividende d'1,80 € en 2021, mais comme à la date du détachement, je n'étais pas encore rentré sur l'action BIC, et bien pour le coup, je n'ai rien touché en 2021, mais si jamais le dividende était le même en 2022 qu'en 2021, ça me ferait un rendement par rapport à mon PRU de 3,90%. Mais je pense que BIC va augmenter ce dividende en 2022 au titre de 2021. Alors si on regarde l'action BIC sur 5 ans, ça fait vraiment peur, vous voyez, baisse de 62%. Donc carnage au niveau de l'action BIC qui cotait aux alentours des 120 € en 2017. Vous voyez que ça a baissé très très fortement avec le Covid qui a fini de mettre le coup final à BIC. Elle avait bien rebondi sur la première partie de l'année 2021, mais après il y a eu des craintes par rapport à l'inflation, à l'augmentation du coût du plastique, du fret maritime également. Donc bref, toute l'inflation a fait vraiment peur aux investisseurs, et donc il y a eu des ventes régulières d'actions BIC sur le marché. Les gens sont sortis, donc moi j'en ai profité pour pouvoir rentrer en fin d'année sur cette action. Elle a rebondi seulement de 2,29% en 2021, donc elle a très largement sous-performé le marché, alors que je vous dis, là sur la première partie de l'année, elle était en train de faire une remontada qui était assez intéressante, et donc je pense qu'il y a du potentiel pour que l'action BIC revienne sur un niveau aux alentours des 80 €. Ça me paraîtrait tout à fait logique par rapport aux cash qu'ils sont capables de générer, mais l'avenir nous le dira, et ça va dépendre du redressement des résultats de BIC dans la durée.
On continue le déroulé des 30 actions que je possède actuellement dans mon PEA avec l'entreprise Bouygues, le conglomérat français que j'ai acheté pour ses dividendes. Le groupe Bouygues, c'est un groupe industriel qui est axé autour de différentes activités, la construction, donc le BTP, Bouygues Immobilier aussi avec de la promotion, les télécommunications avec Bouygues Télécom et également les médias avec notamment la chaîne TF1. Le groupe Bouygues a souffert en 2020 comme beaucoup de groupes, on le voit au niveau du résultat part du groupe qui a été quasiment divisé par deux par rapport à l'année précédente, mais c'est un groupe qui est solide et qui en 2021 a déjà rebondi très très fortement. Les résultats seront bientôt publiés et je pense que ça se verra au niveau des comptes. Au niveau de Bouygues, 75 actions dans mon portefeuille à un PRU de 30,29 €. J'ai donc investi un peu plus de 2200 €. Je n'avais pas d'action au moment de la date de détachement du dividende par action qui est de 1,70 €. Donc j'ai touché 0 € de la part de Bouygues en 2021. C'est un peu compliqué pour l'action Bouygues. Vous pouvez le voir, depuis 5 ans, l'action est même en baisse de 6,58%. Vous voyez qu'il y a des fois des incursions au-dessus de 40 € vers des 40-45 €, mais qu'après l'action rebaisse. Les conglomérats comme Bouygues sont pas très appréciés en bourse. Les gens aiment bien les pure players, les groupes qui sont concentrés sur une seule activité. Maintenant, il y a de la valeur cachée, j'en suis persuadé chez Bouygues, et c'est pour ça que je suis intéressé et par son dividende et par son potentiel de revalorisation. Ce qu'il faut noter, c'est que la famille Bouygues n'a pas arrêté d'acheter des actions aux alentours de 30 €. C'est des millions et des millions d'euros qui ont été investis par la famille Bouygues pour se renforcer. Donc s'ils se renforcent sur ce cours-là, c'est qu'ils pensent que l'entreprise vaut plus, en sachant qu'il y a pas mal de mouvements. Ça va peut-être réveiller l'action avec Bouygues qui s'empare donc d'Equance, qui est la filiale de service d'Engie. Il y a eu des enchères, il y avait plusieurs boîtes qui étaient sur le coup, et notamment il y avait Eiffage par exemple, et donc c'est Bouygues qui a remporté les enchères. Alors l'action a souffert puisqu'en fait beaucoup ont pensé que Bouygues surpaye Equance avec un montant total de 7,1 milliards d'euros, alors qu'à la base Engie en attendait 5 à 6 milliards. Mais c'est un mouvement qui va permettre au groupe Bouygues d'être beaucoup moins cyclique qu'avant, et ce métier des services multitechniques en fait va devenir le premier métier du groupe Bouygues. Donc ça va être beaucoup moins cyclique, il y aura moins d'impact de la construction, même si ce sera toujours là. Et je pense que Bouygues a eu raison de mettre cet argent sur la table pour s'emparer d'Equance. Et puis il y a aussi le deal TF1-M6. Et si cette fusion se fait, ça va être énormément créateur de valeur, beaucoup d'économies générées. Donc je pense que Bouygues est une action particulièrement intéressante. On poursuit avec le promoteur CBO Territoria, promoteur / foncière, disponible dans le PEA. CBO Territoria, j'en ai une partie dans mon PEA, une partie dans mon PEA PME. Là dans cette vidéo je me concentre vraiment sur mon PEA, donc je l'ai acheté pour son dividende. Donc CBO Territoria, c'est un acteur qui est présent à La Réunion, sur l'île de La Réunion. Ils ont aussi des actifs à Mayotte, et ils ont acheté en 2020 un actif en métropole pour la première fois, mais c'est vraiment un gros propriétaire terrien sur l'île de La Réunion, une boîte qui est très bien gérée. Les chiffres c'est pareil, je passe rapidement dessus, faites une pause si jamais ça vous intéresse d'aller un petit peu plus loin, en sachant que actuellement sur mon PEA uniquement je possède 589 actions CBO Territoria. Mon prix de revient unitaire il est 3,63 €. C'est donc un montant de 2000 € que j'ai investi, en sachant que quand le détachement du dividende a eu lieu, j'avais plus d'actions que ça sur mon PEA. J'avais 1201 actions, vous voyez en bas à droite, et donc ça m'avait généré un total de dividendes perçus sur mon PEA de 276,23 € avec un taux de rendement de 6,34%. Alors pourquoi j'ai baissé mon exposition à CBO Territoria? C'est parce qu'en fait, comme l'action fluctue pas énormément, quand j'ai besoin de cash pour pouvoir investir dans ce que je juge être une meilleure opportunité, eh bien j'ai tendance à vendre mes actions CBO Territoria. Là j'ai vendu encore aux alentours des 3,70 €, 3,71 € pour pouvoir acheter une entreprise qui me paraît plus intéressante, et quand je réalimente mon compte en argent, eh bien je me renforce sur CBO Territoria aux alentours des 3,55 €, 3,60 €. Alors c'est un jeu un petit peu risqué parce que si jamais l'action décolle vraiment, je pourrais pas les racheter à ce prix-là, mais en tout cas j'ai fait plusieurs fois ça en 2021 et j'ai réussi à chaque fois à racheter des actions au prix que je voulais au niveau de CBO Territoria. Mon objectif au niveau de CBO Territoria, c'est d'atteindre au cumul de mon PEA et de mon PEA PME les 2000 actions. Donc je me renforcerai quand je pourrai au niveau de CBO Territoria pour faire légèrement baisser mon PRU et pouvoir du coup faire remonter ma position sur cette entreprise.
Au niveau du cours de bourse, vous voyez, hein, l'action est parfaitement stable sur 5 ans, elle n'a rien fait. Alors il y a eu les dividendes entre-temps qui ont permis de générer un petit peu de performance, mais c'est sûr que c'est une entreprise dont le cours ne varie jusqu'à présent pas énormément. Elle reste dans le canal 3 euros au plus bas jusqu'à 4 euros, donc avec un ventre mou entre 3,20 euros et 3,70 euros, donc on est plutôt dans le haut du canal actuellement. Et donc comme je vous l'ai dit, hein, si jamais elle rebaisse vers des 3,55, 3,60 et que j'ai les liquidités, je me renforcerai progressivement au capital de CBO Territoria. On poursuit avec Crédit Agricole, la banque française que j'ai acheté pour ses dividendes, même si quand je l'ai acheté, elle était carrément sous-valorisée parce que c'était en pleine crise Covid. Crédit Agricole, je passe rapidement, mais c'est un groupe qui est extrêmement solide. Les chiffres clés, c'est pareil, je les zappe, vous faites un arrêt si jamais ça vous intéresse. J'ai 441 actions dans mon portefeuille, mon prix de revient unitaire est inférieur à 7 euros. J'ai investi 3000 euros en fait sur Crédit Agricole. Avec ces 3000 euros, j'avais acheté 412 actions. C'était ma position à la date du détachement et en fait le Crédit Agricole a proposé en 2021 de recevoir son dividende en actions nouvelles, ce que j'ai fait. Donc j'ai choisi cette option là, je n'ai pas reçu d'argent et j'ai reçu des actions Crédit Agricole, donc ça a permis de faire baisser mon PRU à 6,82 euros. Autre action que j'ai dans mon portefeuille, c'est l'action Décuple, c'est anciennement ADL Partner. Je l'ai acheté parce qu'elle était complètement sous-valorisée, mais je l'ai acheté par rapport à son haut niveau de rendement. C'est ça qui m'a attiré à la base chez Décuple, donc anciennement ADL Partner. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils font des ventes d'abonnements à la presse magazine. Vous voyez, sous la marque France Abonnement par exemple. Vous vous souvenez peut-être d'avoir reçu des courriers de banque avec dedans différents magazines qui étaient proposés à des prix fracassés en termes d'abonnement. Eh bien, c'est ADL Partner, donc Décuple qui est derrière ça. Ils font également de plus en plus des prestations de conseils et de services marketing, donc ça c'est ce qui porte la croissance du groupe et c'est ça que le marché est en train de commencer à pricer. Et ils vendent également des produits d'assurance par marketing direct, en sachant que l'entreprise a très bien résisté pendant la crise de 2020, normal, hein, ces services d'abonnement, et le pôle digital a continué de se développer fortement pendant l'année 2020. J'avais acheté 206 actions Décuple à un PRU de 9,72 euros. J'ai donc investi 2000 euros. J'ai donc perçu 167 euros. Ça représente un taux de rendement sur mon capital investi de 8,33%. En sachant qu'il y a un truc énorme qui se passe sur cette action, je vous en avais parlé. J'ai fait une vidéo spéciale début 2021 sur l'action Décuple, enfin qui ne s'appelait pas Décuple à l'époque, mais ADL Partner. Je vous mets le lien tout de suite d'ailleurs si ça vous intéresse. J'avais une vidéo dédié. Quand j'ai fait cette vidéo, on était aux alentours, je crois, de 17 euros le cours, hein, 16-17 euros. Donc voilà, elle a bien progressé. Vous voyez, hein, elle a 26,90 euros sur les dernières cotations. Donc elle explose, elle est pas loin de son record historique. Le marché commence à pricer que c'est une entreprise à nouveau de croissance grâce à ses activités de marketing digital. Donc je pense que l'action peut encore monter. Je vous avoue, je me suis posé la question de me dire mais est-ce que je vends pour prendre mes plus-values, parce que c'est une énorme plus-value que j'ai, je suis quasiment à plus 200% et en plus entre-temps j'ai quand même reçu des dividendes intéressants, mais je pense qu'elle continue d'être sous-valorisée. Alors si je n'avais pas aujourd'hui d'action Décuple en portefeuille, comme moi j'aime bien acheter des entreprises des côtés, je n'irai pas dessus aujourd'hui, je ne rentrerai pas à 27 euros. Mais il n'empêche que je pense qu'elle a la possibilité de monter encore peut-être à 35, 40, 45 euros. Si jamais il y a un analyste qui redécouvre un peu cette valeur, qui fait un article, une parution sur le fait que cette valeur est décotée et qu'en plus elle génère de la croissance, je pense que ça peut partir assez haut. Si ça explose bien, je pense que je me séparerai de cette entreprise et je prendrai ma plus-value qui est importante aujourd'hui sur l'entreprise Décuple. On continue avec une entreprise belge, Econocom. Alors Econocom, je l'ai acheté pour les deux. Je l'ai acheté parce que je la trouvais sous-valorisée, parce que le management faisait beaucoup de rachats d'actions et en même temps, comme elle était complètement sous-valorisée, quand je faisais mes projections de dividendes, ça me faisait un taux de rendement qui était super intéressant au niveau d'Econocom. Donc je l'ai acheté et pour le rendement et également pour sa revalorisation. Donc Econocom, c'est une entreprise, une ESN, une entreprise de service du numérique. Donc c'est une entreprise qui avait pas mal souffert même avant la crise, qui avait quelques
problème de management. Le fondateur est revenu aux commandes et depuis ça va quand même bien mieux. Pareil, je vous ai mis les résultats si jamais ça vous intéresse des 5 dernières années, en sachant que les résultats 2021 n'ont pas été encore publiés au moment où je tourne cette vidéo. Et j'ai 1005 actions Econocom dans mon portefeuille à un PRU de 2,37 €, ça fait un peu plus de 2350 € d'investis, en sachant que je me suis allégé un petit peu, j'ai pris une partie de mes bénéfices au niveau d'Econocom, puisque à la date du détachement du dividende, j'avais 1630 actions, donc je reste encore fortement investi, mais j'ai décidé de prendre une partie de mes bénéfices courant 2021. J'ai donc reçu 183,95 € de la part de cette entreprise, ça me donne un taux de rendement de quasiment 5%, donc pas négligeable. Au niveau d'Econocom, quand je vous disais qu'elle avait connu des années difficiles avant même la crise Covid, vous le voyez, aux alentours de 2017-2018, l'action s'échangeait entre 7 et quasiment 8 €. Et il y a eu de la baisse, des mauvais résultats, des profit warnings qui ont été annoncés. Donc j'avais commencé à acheter cette action avant le Covid. J'avais acheté fin 2019 des actions Econocom. Ça commençait à bien repartir et puis la crise Covid est passée par là. Donc j'ai profité des creux de marché pour me renforcer et faire baisser mon PRU, en sachant que l'année 2021 s'est très très bien passée pour Econocom, puisque l'action a progressé de plus 47,18%. Et à mon avis, c'est pas fini. Je pense que cette boîte, il peut y avoir un aspect spéculatif avec le fondateur qui est âgé et qui voudra peut-être passer la main, revendre son entreprise. Donc je pense que s'il y a une OPA, ça peut se faire aux alentours des 5 €, 5,50 €. Donc je pense qu'on en a sous le pied, mais j'ai quand même pris une partie de mes bénéfices sur Econocom pour pouvoir réinvestir cet argent ailleurs. Eiffage est une entreprise que j'ai également dans mon PEA. Eiffage, je l'ai acheté avant tout pour ses dividendes. Donc c'est un groupe assez important dans le BTP. Ils ont des concessions aussi. Les concessions, donc ils ont des aéroports et surtout des autoroutes. Eiffage est une entreprise qui a bien résisté dans la crise, même si elle a été comme Bouygues fortement impactée. Mais elle est restée dans un résultat net positif. Donc ça, c'est très bien, malgré le fait que les gens ne prenaient quasiment plus leur voiture, puisqu'il y a eu pas mal de confinement, donc les recettes autoroutières avaient fortement baissé alors que ça génère une marge conséquente. J'ai 26 actions Eiffage dans mon portefeuille, mon PRU il est de 74,07 €, j'ai investi un peu moins de 2000 €. Dividende par action de 3 € l'année dernière, ce qui a fait que j'ai perçu un peu moins de 80 €. Pour moi, Eiffage, je suis pas assez exposé, c'est une très belle boîte. Après, ce que j'attends, c'est qu'elle puisse, j'espère, revenir aux alentours de mon PRU pour pouvoir me renforcer de manière plus importante. Ça me fait un yield on cost de 4,05% par rapport au PRU que j'ai. Bon, elle a fortement rebondi depuis le début de l'année 2022. Elle continue en fait sur sa lancée de 2021 et de fin 2020. Donc depuis ses plus bas de 2020, il y a eu un gros rebond, elle fait plus de 50% de performance. Elle progresse de plus 38% par rapport aux 5 dernières années, par rapport à il y a 5 ans. Par contre, sur 2021, la performance a été plus mitigée, plus 14,45% sur l'année. Alors ça, c'est sans compter le dividende. Mais c'est sûr que Eiffage, c'est une boîte qui peut repartir sur la forte croissance sur laquelle elle était avant crise, avant Covid. Et c'est une boîte qu'on pourrait voir dans quelques temps à 110, 120 € facilement, sans problème. Voilà, mais si elle rebaisse, c'est sûr que ce sera une belle opportunité pour moi de me renforcer sur cette entreprise. Je suis également actionnaire d'Elis. Alors Elis, je l'ai acheté parce que je trouvais que la valorisation était quand même faible, et je l'ai acheté non pas pour les dividendes qu'elle verse maintenant, mais pour les dividendes qu'elle pourra verser dans quelques années, parce que c'est une boîte qui est bien gérée, qui fait une belle marge, sur laquelle on peut pas être vraiment disruptif, elle va pas se faire ubériser du jour au lendemain, Elis, parce que il faut beaucoup de sites implantés partout dans le monde, être à proximité des clients. C'est des sites qui demandent en plus d'investissements qui sont importants, puisque c'est un blanchisseur, c'est de la blanchisserie industrielle, l'activité d'Elis, à l'hôpital, dans les magasins, les tapis, les blouses, etc. Et bien en fait, souvent les professionnels dans les hôtels aussi et restaurants, les professionnels confient donc leur linge à Elis, donc qu'ils le lavent. C'est vachement plus rentable pour une boîte de le confier à une entreprise comme Elis plutôt que de laver soi-même son linge. Donc là, pour le coup, ce qui est bien, c'est qu'il y a un tel niveau de rentabilité pour les clients de passer par Elis ou un concurrent,
que Elis a un pricing power qui est super fort et c'est pour ça que je mise en fait sur cette entreprise. Pareil, je passe rapidement sur les chiffres clés. Au niveau de mon portefeuille, j'ai 100 actions Elis. Pour moi, je suis sous-investi sur Elis, j'aimerais bien me renforcer. C'est une entreprise qui n'a pas versé de dividendes en 2021, mais encore une fois, par rapport à son pricing power, je suis très positif sur la suite de l'histoire de l'entreprise Elis, en sachant que par rapport à son cours d'il y a 5 ans, eh bien, on est en légère progression de 6,31%. Mais vous voyez, il y a eu des creux très intéressants sur 2020. Alors, j'y suis pas allé au début, mais j'y suis allé un peu plus tard dans l'année 2020. Et puis après, j'ai revendu et racheté en 2021 l'action Elis pour pouvoir m'exposer à nouveau à cette très belle entreprise. On poursuit avec Engie. Engie que j'ai acheté parce que selon moi elle est carrément sous-valorisée et en plus elle a des dividendes qui sont très intéressants. Il y a eu un gros travail de fait par son président Jean-Pierre Clamadieu et c'est pour ça que je crois dans le renouveau d'Engie. Le gars sait ce qu'il fait, il a déjà fait des très très belles choses avec une précédente entreprise. Je vous mets tout de suite le lien de la vidéo spéciale que j'avais fait sur Engie en 2021. Donc Engie, je ne vais pas vous le présenter l'entreprise, vous connaissez, mais ce qui est sûr c'est que Engie est au début d'une nouvelle histoire, se recentre sur les énergies renouvelables, sur les réseaux également de transport d'énergie, donc de gaz. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire au niveau d'Engie. La seule chose qui m'inquiète un petit peu, c'est pas le fait qu'il y ait l'État français au capital, c'est le fait que l'État belge ait voulu arrêter les centrales nucléaires et que là ils sont en train de chercher des noises un petit peu à Engie pour éviter que Engie remonte des dividendes de ses filiales belges auprès du groupe, auprès de la maison mère, pour pouvoir financer le démantèlement des centrales nucléaires. Donc là il y a quand même un risque politique au niveau d'Engie, mais qui n'est plus un risque politique français, un risque politique belge. Donc ça c'est un peu embêtant, je vous avoue que ça m'a fait poser quelques questions au niveau d'Engie, mais pour le moment je reste actionnaire de l'entreprise. L'entreprise a été impactée vraiment de manière très importante en 2020, mais vous allez voir qu'en 2021 ça va être le feu d'artifice au niveau des résultats d'Engie. J'ai 300 actions dans mon portefeuille Engie, j'ai investi 3600 €, le dividende était de 53 centimes d'euros par action cette année, c'est sûr en 2022 il sera en très très forte augmentation. J'ai donc reçu quasiment 110 € dans mon PEA de la part d'Engie, en sachant que je me suis renforcé au cours de l'année, puisque à la date du détachement du dividende, je n'avais que, entre guillemets, 207 actions Engie et j'en ai maintenant 300. Donc vous voyez, l'action n'a pas fait grand chose en 2021, plus 3,91%, mais là, il semble qu'il y ait un certain repricing qui sont en cours, et moi, ça ne me choquerait pas, alors c'est pas une prévision que je vous fais, mais ça ne me choquerait pas que Engie soit valorisé aux alentours de 17, 18, voire même 19 € l'action, ce serait pas du vol, parce que c'est une entreprise qui est vraiment en plein renouveau, avec un management qui, cette fois-ci, est vraiment solide. Ce qui me rend positif aussi sur Engie, c'est que l'État a déclaré il n'y a pas longtemps, le gouvernement, que en fait Engie, c'était pas indispensable pour eux d'être au capital. Donc il y a une possible sortie de l'État du capital à venir. Alors forcément, vous savez qu'on est en élection présidentielle, donc tout va dépendre aussi du résultat des élections. Mais si jamais, et je ne prends pas du tout parti, je ne donne pas d'avis politique, je regarde juste au niveau du business, si jamais c'était la même majorité qui était réélue donc en 2022, eh bien, il y a quand même des chances pour que l'État, au cours des 5 prochaines années, diminue fortement, voire même sorte quasiment totalement du capital d'Engie. Et ça, on sait que quand l'État est au capital d'une entreprise, eh bien, les décisions qui sont prises ne sont pas toujours dans l'intérêt des actionnaires, on est bien d'accord. Donc, ce serait une bonne chose si jamais l'État sortait définitivement du capital d'Engie. Dans mon plan épargne action, j'ai également l'entreprise Imerys. Imerys qui était très faiblement valorisée et qui va à mon avis pouvoir générer des dividendes en croissance de manière très forte au cours des années à venir. Donc Imerys, c'est le leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie. Donc il y a des minéraux qui produisent notamment pour faire des voitures, notamment des voitures électriques. Donc on est clairement sur quelque chose qui est dans l'air du temps. L'entreprise a souffert puisqu'elle est sous le coup d'un procès aux États-Unis
États-Unis par rapport à du talc qui aurait été cancérigène en fait pour ses utilisateurs. Donc l'entreprise est en train de trouver un accord. Il n'a pas encore été totalement validé. Il avait été validé et puis finalement les Américains sont revenus dessus. Si jamais Imerys arrive à se débarrasser de cette épée de Damoclès qu'ils ont au-dessus de la tête, eh bien je pense que le cours de l'action peut se revaloriser fortement. Par contre, si jamais il y a un souci à ce niveau-là, c'est sûr que notre investissement sera en risque. Au niveau du chiffre d'affaires, c'est pareil, je passe rapidement dessus, mais il y a une remontada qui est tout à fait possible au niveau d'Imerys avec un vrai pricing power. J'ai 60 actions actuellement dans mon portefeuille, un PRU de 33,30€, ça fait 2000 € d'investis, en sachant que le dividende par action 2021 était de 1,15€. À la date du détachement, je n'avais que 34€. Vous voyez que je me suis renforcé en cours d'année et je pense que Imerys, c'est même une entreprise, si jamais j'ai l'opportunité, sur laquelle je me renforcerai encore par rapport à la qualité des fondamentaux de l'entreprise. Ça me fait un yield on cost de 3,45%. Donc vous voyez, il y a une très très forte baisse d'Imerys au cours des 5 dernières années due à ce problème donc de talc et de procès aux États-Unis. Ça a continué de baisser avec le Covid et donc là il pourrait y avoir un rebond si jamais ça se passe bien et que le problème des États-Unis est définitivement derrière eux. Ils doivent encore attendre un petit peu. Ça devait être solutionné sur 2021. Ça a pris du retard à cause de la décision de justice. Donc normalement 2022 on sera définitivement fixé. Peut-être que si jamais vous voulez rentrer sur Imerys et que vous avez un petit peu peur de risquer votre capital, peut-être que la bonne stratégie, ça peut être d'attendre le résultat justement des affaires judiciaires aux États-Unis, que l'accord soit définitivement bouclé et à ce compte-là, il vaut peut-être mieux rentrer 10, 15, 20% au-dessus sur l'action parce que forcément la réaction sera très positive si jamais ça se boucle de manière satisfaisante pour Imerys plutôt que de rentrer maintenant et de risquer de perdre peut-être 30, 40, 50% de votre capital si jamais il y a une décision extrêmement défavorable qui est prise aux États-Unis pour Imerys. En tout cas, moi j'ai tenté le pari sur cette entreprise. On est déjà à plus de la moitié de mon portefeuille PEA. Merci encore pour tous vos likes que vous prenez le temps de mettre, pour vos partages, pour vos commentaires. Et je vous rappelle que vous pouvez vous abonner et activer les notifications pour être prévenu en live de mes posts et de la mise en ligne de mes nouvelles vidéos. On continue avec le groupe M6 que j'ai acheté pour ses dividendes. Le groupe M6, vous connaissez, M6, W9, Série Club, Teva, Paris Première ou encore Gulli. Il possède également le groupe RTL, les radios RTL, RTL2 et Fun Radio. Donc M6 a très très bien résisté en 2020. M6 a un patron qui est dingue, c'est Nicolas de Taverneau. C'est un super gestionnaire. Bon visionnaire également, il arrive à générer une marge exceptionnelle au niveau d'M6. M6 fait bien plus de marge de résultats opérationnels qu'un groupe comme TF1. Donc voilà, il en a fait une success story de cette chaîne et de ce groupe. J'ai acheté 311 actions M6 pendant la crise Covid à moins de 10€. Ça fait 3000 € donc d'investis. Le dividende par action, il y a une part d'exceptionnel en 2021 pour rattraper le fait de n'avoir pas versé de dividende en 2020 au titre de 2019 à cause de la crise Covid. Donc ça a été 1€ de dividende normal, habituel et 50 centimes d'exceptionnel. Donc 1,50€ de versé. Donc ça fait un yield on cost de 15,56%. Le total des dividendes reçus en 2021 s'élève à 466,50€ de dividendes. Donc on est sur un rendement qui est extrêmement appréciable en ce qui me concerne sur le groupe M6. Si on regarde l'action a progressé de 29,41% en 2021. Pourquoi ? Déjà parce que c'est une entreprise qui génère des très belles marges, un très beau résultat opérationnel comme je vous le disais, mais en plus il y a eu l'annonce du projet de fusion entre TF1 et M6, donc le rachat d'M6 par TF1. Je vous ai mis quelques articles, donc là en ce moment vous voyez un début d'année 2022, TF1 et M6 cherchent des acquéreurs pour leur chaîne à vendre. Oui effectivement parce que un groupe ne peut pas posséder en France plus de 7 chaînes sur la TNT et le hertzien normal. Donc c'est pour ça que TF1 et M6, si jamais la fusion va au bout, ils vont être obligés de se séparer de quelques chaînes. Alors il y a les autorités de la concurrence qui sont dessus, notamment Benoît Cœuré qui était auparavant à la Banque Centrale Européenne. Benoît Cœuré vient d'être nommé patron des autorités de la concurrence en France, donc il est sur le sujet.
Il devrait rendre un avis d'ici à l'été 2022. Donc si ça se fait, ça va être vraiment créateur de valeur. Si ça se fait, les actionnaires d'M6 recevront un dividende de 2,50 €, un dividende exceptionnel en 2022 si jamais tout est validé en temps et en heure. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis en échange, on aura en plus des actions TF1 qui s'est engagé à reverser une grosse partie de son cash flow sous forme de dividendes auprès de ses actionnaires au cours des années à venir. Donc j'espère vraiment que ce deal va se faire, et en même temps la télé française en a bien besoin pour lutter face à des Google, des Facebook, des Amazon, etc. Par contre, il y a pas mal de sujets sur le chemin de cette fusion, puisqu'en fait TF1 M6 ce serait 70% de part de marché publicitaire au niveau du marché de la télé en tout cas, et puis vous avez TF1 qui commercialise les indés radio et M6 qui possède, comme je vous le disais, RTL, RTL2 et Fun Radio, et c'est pareil, la part de marché publicitaire serait trop importante si jamais TF1 et M6 gardaient et la commercialisation des indés radio et les radios d'M6. Donc là c'est pareil, il y a des sujets, donc on va voir si la fusion va aller au bout, mais c'est un sujet qui est super chaud au niveau des autorités de la concurrence. Après, ce qui est sûr, c'est que si jamais la fusion ne se fait pas, ou s'il y a trop de concessions demandées à TF1 et M6 et qu'ils décident de ne pas faire la fusion parce que ce serait plus intéressant pour eux de fusionner, l'action M6 souffrirait assez fortement en bourse. On poursuit le déroulé des 30 actions que je possède dans mon PEA avec l'entreprise Nexity, le promoteur immobilier que j'ai acheté avant tout pour ses dividendes. Alors Nexity s'est vraiment désendetté cette année en 2021 avec la vente notamment de Domitis. Ça, plus le fait que les résultats seront bons, eh bien ce sera profitable pour l'action Nexity. J'ai 181 actions Nexity dans mon portefeuille. J'ai la chance d'avoir un PRU très faible, à moins de 25 €. J'ai profité en novembre 2020 de la chute du cours de bourse pour rentrer sur cette action. Alors vous savez, la bourse c'est toujours le temple des regrets. Si j'avais su, eh bien j'aurais investi encore plus sur Nexity. J'ai investi 4500 €. Le dividende versé en 2021 s'est élevé à 2 €. Ça représente quand même un rendement de 8%, mais je pense que ce dividende va être augmenté en 2022 au titre de 2021. Donc je devrais encore améliorer mon rendement sur PRU, en sachant que l'action donc avait fortement baissé pendant le Covid. Il y a eu une année 2021 qui a été moyenne, plus 16,58%. Alors ça tient pas compte du dividende, mais c'est sûr que l'action Nexity a sous-performé le marché dans son ensemble avec plus 16,58%. Nexity, personnellement, si l'action redescend vers des 32-33 €, il n'est pas exclu que je puisse légèrement compléter ma position sur cette très belle entreprise. On enchaîne avec Orange. Orange qui pour moi peut être une recovery en 2022. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont anti-Orange, qui pensent que c'est une erreur d'être sur Orange. Et bien moi je suis content de mon PRU et je pense que la valeur va pouvoir être révélée au niveau d'Orange, même si il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup d'obstacles, mais je pense que vraiment on peut avoir un repricing de l'action. Donc je l'ai acheté pour ses dividendes, mais elle peut quand même se redresser au niveau du cours de bourse. Donc Orange a des activités partout dans le monde. Il y a du développement très important en Afrique. J'aimerais bien que ces activités soient introduites en bourse. Il y a aussi la TowerCo, donc européenne d'Orange, qui a été créée, qui s'appelle Totem. C'est pareil, c'était une filiale qui était introduite en bourse. Eh bien, ça pourrait révéler de la valeur cachée. Et puis il y a le pôle cybersécurité d'Orange, qui est très intéressant également et qui pourrait être extériorisé si jamais cette filiale était introduite en bourse ou si elle fusionnait avec une partie de l'entreprise Atos. J'ai 850 actions dans mon portefeuille, mon prix de revient unitaire est de moins de 10 €, j'ai investi quand même 8630 €, c'est une grosse position de mon portefeuille. Mon rendement sur coût est de 8,13%. Alors pour le dividende, je me suis vraiment focalisé sur l'argent que j'ai perçu en 2021, c'est-à-dire que j'ai pas compté la compte sur dividende perçu en décembre 2020, j'ai vraiment compté le solde du dividende plus la compte qui a été versée en décembre 2021, mais sinon j'ai déjà reçu plus de dividendes que ça au niveau de l'action Orange. Ça a représenté 608 €, en sachant que lors du versement du solde, j'avais 706 actions dans mon portefeuille et j'ai augmenté donc mon exposition pour monter à 850 actions, ce qui fait que quand il y a eu la compte qui a été détachée en décembre 2021, eh bien j'ai perçu cet acompte multiplié par 850 actions, puisqu'entre-temps j'avais renforcé ma position. Pour ce qui est de son cours de bourse, honnêtement, je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi l'action Orange se traîne sous les 10 €. Avant la crise, elle était entre 13,50 € et 14,50 €, 15 €.
honnêtement, je ne vois pas de raison qui fait que Orange ne pourrait pas revenir vers ce niveau-là. Alors si, il y a quand même une petite raison, c'est que son deuxième marché, le marché espagnol, souffre, hein. C'est très compliqué, il y a une concurrence qui est extrêmement agressive, il y a eu une guerre des prix, donc ça, forcément, ça a un impact, mais honnêtement, Orange, il y a plein de pépites dans le groupe, c'est un groupe qui est de mieux en mieux géré, donc je pense qu'on pourrait se redresser au niveau de l'action. En tout cas, je ne vois pas ce qui empêcherait l'action de revenir sur de meilleurs niveaux, et en attendant, pour patienter, on a le dividende, en sachant qu'il y a une actualité qui est toute chaude, c'est qu'il y a le changement de PDG. Vous savez que Stéphane Richard, le PDG actuel, a été condamné dans l'affaire Tapi. Alors même s'il a fait appel, eh bien pour le coup il s'est pourvu en cassation, hein, je crois. Eh bien il a dû abandonner son poste, donc l'État lui a demandé. Donc là il y a les fonctions qui allaient être séparées de toute manière, c'est-à-dire qu'il était prévu que Stéphane Richard devienne président et qu'il y ait un directeur ou une directrice générale qui soit nommée sous lui. Bon Stéphane Richard part, et donc en ce moment Orange est en train de chercher son directeur ou sa directrice générale. Il y a 3 candidats qui ont été présélectionnés. Vous avez Ramon Fernandez tout à gauche qui est déjà dans le groupe Orange et qui travaillait avec Stéphane Richard. Vous avez Christelle Heidemann qui est la présidente France de Schneider Electric, et vous avez Franck Boulben, alors j'espère que je prononce bien, Franck Boulben, qui est un spécialiste des télécoms mais qui n'est pas connu en France, qui a fait des passages par SFR notamment au moment où c'était possédé par Vivendi, et qui depuis quelques années maintenant bosse pour Verizon, un des leaders aux États-Unis. Donc Verizon, c'est une boîte qui est très bien gérée, qui connaît très bien le métier des télécoms, qui a fait un très très beau parcours au cours de ces dernières années. Donc je pense que Franck Boulben de Verizon ferait un très bon choix, quelqu'un qui connaît le métier. Si jamais il applique la stratégie de Verizon en France, de se concentrer vraiment sur son métier télécom, de faire des partenariats pour les autres activités annexes, puisqu'en fait Orange ne peut pas tout gérer toute seule, je pense que ça pourrait être un excellent choix. On verra, ça dépend le moment auquel vous regardez cette vidéo, parce qu'en fait là quand je tourne cette vidéo et quand elle va sortir, on n'aura pas encore le nom de la ou du futur DG, mais peut-être que dans quelques mois, sûrement dans quelques mois, vous saurez au moins déjà quelle est la personne qui a été nommée au poste de directeur général pour Orange. En tout cas, ça peut être un catalyseur qui peut être positif, en sachant que c'est pareil, l'État, c'est comme pour Engie, a déclaré que Orange, c'était pas une activité extrêmement stratégique, il n'y avait pas vraiment d'intérêt à ce que l'État maintienne à tout prix sa présence au capital. Donc si jamais l'action arrive à bien se revaloriser, il n'est pas exclu que l'État puisse sortir partiellement ou totalement du capital d'Orange, et si jamais c'était le cas, ce serait un signal très très positif envoyé au marché boursier. Il y aurait pu ce boulet de l'État présent au capital qui tire l'action vers le bas, et le management aurait beaucoup plus les coups des franches pour faire pas mal de choses, hein. J'entends par exemple le deal avec Vodafone que Stéphane Richard avait voulu mettre en place en début d'année 2021 et qui a été refusé par l'État actionnaire. Donc voilà, je pense que ça pourrait être extrêmement positif, et donc je mise là-dessus pour une nouvelle histoire du groupe Orange en bourse. On continue avec Orpea, le groupe de maisons de retraite. J'en ai parlé dernièrement dans une vidéo, donc je vais passer rapidement. Je l'ai surtout acheté parce que je trouve qu'elle est complètement sous-valorisée aujourd'hui, alors qu'elle est sur un marché qui est extrêmement porteur pour les 20, 25, 30 prochaines années à venir. Alors je vous ai mis les dividendes en tout petit parce que ça va générer de plus en plus de dividendes, mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment du long terme avec la croissance du groupe Orpea et la revalorisation. Alors l'action peut être impactée par une hausse des taux parce qu'il y a beaucoup de dettes, donc les groupes qui sont endettés peuvent être impactés par une hausse des taux, mais Orpea, c'est un groupe qui aujourd'hui pour moi est sous-valorisé, donc on a du réservoir de croissance chez Orpea. Je suis rentré au cours de 2021 sur l'action Orpea, 25 actions, un peu moins de 90 € de PRU, un peu plus de 2000 € investis, et même si Orpea a versé un dividende de 90 centimes d'euros en 2021, je n'avais pas encore d'action à l'époque où le dividende a été détaché, donc je n'ai pas reçu de dividende en 2021. On voit sur les 5 dernières années, l'action est en progression, mais il y a eu des pics réguliers vers les 110, 120 €, et là l'action vraiment est en baisse importante depuis 2021. Elle a chuté de 18% quand même depuis le début de l'année, donc pour moi c'est des niveaux qui sont intéressants. Maintenant je guette le niveau des 78-80 €, j'aimerais bien que l'action repasse sur ces niveaux-là pour que je puisse me renforcer encore un petit peu sur l'entreprise Orpea pour le très long terme. On enchaîne avec Ruby.
Ruby, c'est une entreprise que j'ai achetée pour son dividende. C'est une des rares dividendes aristocrates de la côte de Paris. Donc Ruby, c'est un opérateur qui est spécialisé dans l'aval pétrolier et chimique. Si ça vous intéresse de savoir plus sur Ruby, j'ai fait une vidéo dédiée là encore. Donc tout est expliqué au niveau de ses activités, de ce que je pense de l'entreprise. Je vous mets le lien tout de suite sur votre écran. L'entreprise Ruby avait quand même bien résisté malgré des conditions pas faciles en 2020 et elle s'est payé le luxe d'augmenter son dividende en 2021. C'est une des rares entreprises françaises à l'avoir fait. J'ai été actionnaire de Ruby en 2021, mais j'ai revendu avant le dividende parce que j'avais une plus-value qui était plutôt sympa et je craignais que un nouveau variant apparaisse, qu'il y ait une rechute au niveau de l'épidémie, ce qui s'est passé. Donc je n'avais pas d'action au moment du détachement, donc je n'ai pas reçu de dividende de la part de Ruby en 2021. Par contre, je suis rentré à nouveau sur Ruby à partir de l'été. J'ai commencé à re-rentrer tranquillement et je me suis renforcé au fur et à mesure de la baisse, ce qui fait que j'ai un PRU, un prix de revient unitaire de 29,33 € et que je possède 220 actions Ruby. Ça représente une position qui n'est pas négligeable dans mon portefeuille puisque j'ai investi quasiment 6 500 €. Si jamais j'avais perçu ce dividende d'1,80 € par rapport à mon prix de revient unitaire, ça m'aurait fait un rendement de 6,14%. Alors c'est compliqué au niveau de Ruby depuis quelques temps, depuis quelques années. Vous voyez, baisse de 23,42% sur les 5 dernières années. Elle a dépassé plusieurs fois les 55-60 € en 2018. Elle a retapé les 55 € aussi en 2020, juste avant la crise Covid. Et là, l'action a fortement baissé en 2020. Elle avait rebondi sur la fin d'année 2020, mais elle a baissé de quasiment 31% en 2021. Donc voilà, c'est compliqué. Les fonds à thématique ESG n'investissent pas sur Ruby. Beaucoup de personnes n'en ont plus voulu. Là, il semble que depuis quand même novembre-décembre, il y ait un rebond qui soit là sur l'action Ruby. Elle s'est bien redressée. Vous voyez, le cours de clôture du 14 janvier, c'est 29,07 €, sachant qu'elle avait tapé les 23,50 € en séance, il me semble. En tout cas, 24 € en cours de clôture. Donc, il y a un rebond non négligeable. Et au niveau de Ruby, je suis déjà bien exposé. Si jamais elle rebaissait sous les 25 €, je pense que je me renforcerai un petit peu pour compléter ma position, mais plus énormément. Je pense que ma position max pourrait être aux alentours des 250 actions sur Ruby quand je suis à 220 actuellement. Safran, c'est une entreprise que j'achète pour le très long terme, vraiment pour sa valorisation. Elle est sous-valorisée aujourd'hui alors que le secteur aérien, en tout cas en termes de commandes d'avions, se porte bien. C'est redressé beaucoup plus rapidement que ce que les spécialistes du marché attendaient. Et avec cette belle croissance et cette belle gestion, avec la belle marge opérationnelle qu'elle dégage, elle va pouvoir continuer à augmenter son dividende. Mais c'est avant tout une histoire de revalorisation au niveau de Safran. Pareil, je passe très rapidement au niveau de l'activité. Si ça vous intéresse, vous pouvez faire quelques recherches au niveau de Safran, mais c'est un équipementier de premier choix. J'ai 20 actions Safran, PRU de 102 €. J'ai investi donc 2 000 €. Elle a versé un dividende en 2021. Mais comme je n'avais pas d'action Safran, je n'ai rien touché. Le dividende était de 0,43 €. Vous voyez, au niveau de l'action, elle était sur une hausse très très régulière depuis des années et des années. Là sur le graphique, on voit les 5 dernières années. On voit début 2017, c'est une hausse sans discontinuer de 60 à 150 €. Il y a eu une chute énorme avec le Covid. Depuis, elle a quand même bien rebondi. Cette année 2021, par contre, eh bien, elle a eu une décroissance, 7,15%. Donc j'ai profité des différents creux de marché aux alentours de 100 € pour pouvoir rentrer sur cette très belle entreprise que j'achète encore une fois pour le très long terme. On approche de la fin avec l'entreprise Sanofi que j'ai acheté pour ses dividendes également. Pareil, comme Ruby, Sanofi, c'est une des rares aristocrates du dividende coté à Paris. Donc Sanofi, c'est un des leaders mondiaux, un des principaux laboratoires pharmaceutiques dans le monde. En tout cas, c'est le numéro 1 en Europe. Sanofi est pour moi sous-valorisé et a une capacité de continuer à monter son dividende pour des années et des années à venir. Leurs résultats sont très bons et vous allez voir qu'en 2021, la progression du bénéfice par action va être très bonne et ce sera le cas aussi en 2022. 50 actions dans mon portefeuille, le PRU est à moins de 80 €, j'ai investi 4 000 € sur cette entreprise. Le dividende en 2021, il a été augmenté, il est de 3,20 €. Je pense que sur 2022, il sera au moins de 3,25 € et ma position était déjà de 50 € quand le dividende a été détaché. J'ai donc reçu 160 € de la part de l'entreprise Sanofi. Vous voyez que le cours de bourse, c'est pas dingue quand même sur les 5 dernières années, seulement 20% de progression. À noter que 2021, eh bien, l'action a progressé mais moins que le marché.
avec plus 12,55%. Si jamais l'action retombait vers du 75-76 euros, je me renforcerai certainement sur Sanofi pour compléter ma position. Score, c'est un des réassureurs leaders dans le monde, c'est le 4e réassureur mondial. Je l'ai acheté parce qu'elle était sous-cotée et surtout pour ses gros dividendes qu'elle est en mesure de verser. Score a bien résisté malgré la catastrophe du Covid et les catastrophes naturelles qui ont impacté le compte de résultats. Et j'ai 442 actions Score dans mon portefeuille. Alors en 2021, je me suis renforcé très fortement sur Score. Mon PRU, il est de 25,73 €. À la date du détachement du dividende, j'avais 238 actions. Donc vous voyez que j'ai augmenté très fortement mon nombre d'actions. J'ai augmenté mon exposition sur Score. C'est simple. À chaque fois qu'elle baisse globalement sous les 25 €, j'en rachète. Mon yield on cost, il est de quasiment 7% avec un dividende de 1,80 € qui, alors j'en suis pas sûr, mais je pense est tout à fait augmentable en 2022. Si l'entreprise le veut, elle pourrait augmenter son dividende même de manière symbolique à 1,82 € par exemple, mais en tout cas elle a les ressources financières pour pouvoir augmenter son dividende. L'action Score a fortement baissé début 2020 pendant la crise Covid. Elle a commencé de se redresser mais doucement, sachant qu'il y a eu des opportunités pour pouvoir l'acheter vraiment à pas cher et qu'elle a progressé de seulement 3,86% en 2021. Depuis début 2022, l'action a une trajectoire assez intéressante en sachant que ce cours est soutenu par un plan de rachat d'actions qui a été lancé par le management de Score. Le but de ce rachat d'actions, c'est d'annuler ce capital et donc c'est pour ça que ça soutient le cours de bourse et ça pourrait d'ailleurs justement soutenir une possible augmentation de dividendes de la part du management de Score. On continue avec l'entreprise Thales que j'ai acheté pour sa sous-valorisation mais également parce qu'elle a une capacité selon moi, vu les marchés de croissance sur lesquels elle se positionne, d'augmenter très fortement son dividende au cours des années à venir et sur le long terme. Donc Thales se spécialise des systèmes de défense et de sécurité, des systèmes aérospatiaux. Ils ont également un pôle d'identification et de sécurité numérique. Ils avaient racheté le français Gemalto au niveau des cartes à puce notamment. La partie système de transport et notamment signalisation ferroviaire est en train d'être revendue par Thales. C'est une activité qui générait moins de marge, donc on va vers une amélioration de la marge du groupe Thales. Les chiffres clés, je vous laisse les regarder si jamais ça vous intéresse. Au niveau du nombre d'actions Thales que j'ai dans mon portefeuille, on est sur 20 actions. Le PRU, il est de 64 €. J'ai donc investi 1280 actions. Elle a versé un dividende d'1,76 € en 2021, en sachant que à la date du détachement du solde de dividende, j'avais 16 actions Thales. Après, je me suis renforcé. J'ai complété de 4 actions. Donc, pour le détachement de l'acompte sur dividende qui a eu lieu en fin d'année 2021, j'avais donc 20 actions, ce qui fait que j'ai perçu 33,76 € de dividendes de la part de Thales en 2021. Ça représente un yield on cost de quasiment 3%. Au niveau de l'action, elle a baissé au cours des 5 dernières années, moins 10%. Vous voyez qu'en 2018, l'action avait tapé les 120 €. Donc par rapport à ce pic de 2018, l'action vaut un tiers de moins. Donc je pense qu'il y a un repricing qui est possible au niveau de l'action Thales. Et donc pour le très long terme, je suis positif, même si jamais certains fonds ESG ne veulent pas du Thales parce que système d'armement, etc., système de défense, donc c'est pas très ESG. Mais je pense que sur le long terme, on est vraiment sur des marchés qui sont porteur pour l'entreprise Thales et donc pour son cours de bourse et pour son dividende. On continue avec l'incontournable sur un PEA au niveau des dividendes, l'entreprise Total Energy, c'est d'ailleurs ma toute première position, c'est là où j'ai investi le plus. Donc Total Energy, je l'ai acheté parce qu'elle était décotée à ce moment-là, mais c'est surtout pour ses dividendes que je l'ai acheté. Alors je vous représente plus Total, j'en parle souvent, il y a eu l'impact en 2020, mais les résultats 2021 vont être exceptionnels, vont être fabuleux. J'ai 520 actions Total Energy dans mon portefeuille, à un PRU d'un peu moins de 32 €. Je me suis renforcé tout au long de l'année 2021, ce qui a augmenté un petit peu mon PRU. J'avais un meilleur PRU que ça, mais quand je vois le cours de la bourse aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir ce prix de revient unitaire. J'ai quand même investi le prix d'une bagnole sur Total Energy, puisque j'ai investi 16 603 €. Le dividende a été de 2,64 € en 2021, ce qui fait que j'ai reçu 1224,30 € au cours de l'année 2021, en sachant que j'ai augmenté progressivement
progressivement mon exposition puisque lors du premier détachement de dividendes donc de l'acompte, on était sur 399 actions. Je me suis renforcé, j'ai eu 436 actions, je suis passé à 500 et j'ai enfin renforcé d'une vingtaine d'actions supplémentaires pour atteindre les 520 actions totales énergie dans mon portefeuille. Ça me donne un taux de rendement de 8,27%. Regardons rapidement maintenant le cours de bourse de l'action Total Energy. Il y a eu un gros gadin forcément en 2020. Depuis, elle s'est bien redressée. En 2021, il y a eu plusieurs occasions pour se renforcer sur Total Energy, plusieurs points d'entrée et c'est d'ailleurs à ce moment-là que j'en ai profité. Mais vous voyez, le cours de l'action au moment où je tourne cette vidéo retape les 50 € quasiment. Donc elle est revenue sur ce niveau d'avant-crise Covid. Vous voyez, en 2019, elle était même en dessous de 50 €. Donc on est sur un cours qui s'est très bien revalorisé. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a un changement de mindset à nouveau au niveau de Total Energy, c'est-à-dire qu'elle fait beaucoup de cash avec le pétrole, avec le gaz, avec les prix qui ont explosé et les gens commencent à comprendre que son mouvement dans le renouvelable, c'est pas juste du cosmétique, c'est stratégique et donc elle développe des capacités énormes et je pense que par rapport à ça, le repricing pourrait continuer et ça ne m'étonnerait pas que Total soit mieux valorisé à l'avenir que dans le passé grâce à ses activités d'énergie renouvelable à partir du moment où le cours du baril reste assez haut et permet de générer une très très belle rentabilité pour Total Energy. Donc je ne serais pas choqué qu'on voit l'action Total à 55, 60 voire même 65 € au cours des mois ou années à venir. Donc moi je garde précieusement l'action Total. De toute manière je la garde parce qu'il y a les dividendes qui sont très bien, qui pourraient être augmentés grâce au très beau cash flow qu'elle génère. Donc Total Energy, je serai quasiment à coup sûr actionnaire à vie de cette entreprise. On enchaîne et on approche de la fin avec l'entreprise Ubisoft. Alors Ubisoft ne verse pas de dividendes. J'ai vraiment acheté Ubisoft que dans une logique de revalorisation avec en plus un aspect spéculatif. En effet, je pense qu'elle pourrait faire l'objet d'une OPA un jour de la part d'un des GAFA par exemple qui s'intéresse de très très près à l'industrie du jeu vidéo. Donc Ubisoft, c'est un des leaders mondiaux de l'édition de jeux vidéo. Elle a connu des difficultés avec des décalages de jeux en 2021, ce qui fait que l'entreprise a fortement baissé en bourse. J'ai 50 actions Ubisoft, mon PRU il est de 49 €, j'ai donc investi 2500 €. Donc là ma stratégie au niveau d'Ubisoft, c'était d'investir et pas sur le long terme mais d'investir sur du court ou moyen terme pour que l'entreprise puisse se revaloriser, que je génère de la plus-value et que cette plus-value je l'utilise pour acheter d'autres entreprises et notamment me renforcer dans l'entreprise à dividende. Donc 0 € perçu en 2021 puisque l'entreprise ne verse pas de dividendes. Vous voyez, le cours de bourse ça a été très très compliqué. Alors certes elle est encore en forte croissance par rapport aux 5 dernières années, mais quand vous voyez le pic du moment où Bolloré a essayé de faire une OPA montée au capital de manière agressive d'Ubisoft, vous voyez que la baisse est quand même importante puisque l'action avait dépassé les 100 € et surtout sur une année depuis le 1er janvier 2021, Ubisoft a perdu 45,37% en bourse. Donc c'est pour ça que j'ai profité des cours plus bas pour pouvoir rentrer sur cette entreprise. J'espère que l'entreprise pourra retaper assez rapidement les 70-75 €. Personnellement, j'en sais rien, mais je sais que c'est des actifs qui sont très recherchés en ce moment au niveau des jeux vidéo. Amazon, Netflix, tout le monde se met à fond dans les jeux vidéo parce que c'est un marché qui est extrêmement lucratif. C'est un marché qui pèse même plus lourd que l'industrie musicale. Donc c'est pour ça que je suis assez optimiste là-dessus. Maintenant, c'est pas ma spécialité de pouvoir pricer ce genre d'entreprise. C'est pour ça qu'il y a une dimension un peu plus spéculative qui me permettrait de faire une petite plus-value si jamais ça fonctionnait et de pouvoir réinvestir cet argent ailleurs. On continue avec UFF Bank, donc ils font de la gestion de patrimoine. J'ai acheté vraiment pour les dividendes, même si c'est une position qui est aussi plus spéculative que toutes les autres positions que j'ai dans mon portefeuille pour les dividendes, parce qu'en fait il y a des soucis de gestion quand même dans cette entreprise. Les marges sont sous pression depuis quelques années maintenant. Après, elle a beaucoup de cash dans ses comptes et moi j'espère qu'il y aura un dividende exceptionnel qui sera annoncé par le management, mais je n'en sais rien, je n'en suis pas sûr. Au niveau du FF, donc ça fait quelques années, vous voyez que le résultat baisse de manière très importante. Alors sur 2018, il y avait de l'exceptionnel puisqu'il y a eu une vente d'une filiale qui a rapporté beaucoup de cash. C'est d'ailleurs grâce à ça que j'espère un dividende exceptionnel en 2022 au titre de 2021. Mais on voit qu'on est vraiment sur une activité qui a souffert en 2019, en 2020 et en 2021. L'activité est bien repartie, mais les marges sont quand même sous pression. Donc j'attends avec impatience
impatience de voir les résultats annuels pour voir ce que ça a donné et voir si je maintiens ma position ou si jamais je sors clairement de ma position sur UFF. Sachant que j'ai 100 actions, ça fait 1700 € investis à un PRU de 17,01. J'ai quand même reçu donc un dividende cette année. Alors j'ai pas reçu les 5 centimes de début d'année 2021 parce que je n'avais pas d'action à ce moment-là. Par contre, j'ai reçu les 70 centimes d'acompte sur dividendes qui ont été versés en fin d'année 2021. J'ai donc eu 43,40 € parce qu'à l'époque, je détenais 62 actions. Donc vous voyez que entre le détachement de ce dividende en novembre, me semble-t-il, et le moment où je tourne cette vidéo, donc mi-janvier 2022, je me suis quand même renforcé de 38 actions UFF. On va voir ce que ça va donner au niveau des résultats 2021. Si on regarde le cours de bourse, vous voyez, ça s'est bien dégonflé depuis les 5 dernières années, en baisse de 34%, en baisse encore plus importante, quasiment divisé par deux par rapport à ses plus hauts de 2018. Et l'action a baissé de 17% en 2021. Vicat, c'est un cimentier français, entreprise familiale, extrêmement bien gérée. Pareil, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, donc je vous invite à aller les voir si jamais vous voulez en savoir plus sur cette entreprise qui est un très beau groupe. Je possède 40 actions de Vicat. Mon regret, c'est de ne pas en avoir acheté plus. J'ai investi 1000 € sur Vicat, un PRU de moins de 25 €. Le dividende, il est stable depuis des années et ça fait partie des rares entreprises qui avaient maintenu aussi le dividende en 2020 au titre de 2019. Donc le dividende de l'année dernière était similaire à celui de 2020, 1,50 €. J'ai donc reçu 60 € de dividende puisque je possédais 40 actions au moment du détachement. Ça représente un rendement de 6,01%. Au niveau du cours de bourse, il était bien plus haut au cours des 5 dernières années, notamment début 2018 où ça a tapé les 70 €. Je pense qu'en termes de repricing, on peut très bien aller vers du 55-60 € au niveau de Vicat. Je me poserai peut-être la question à ce moment-là, effectivement, de revendre pour pouvoir racheter après plus bas si jamais il y a des opportunités de marché. Mais on voit qu'en termes de valorisation, on est sur un pricing qui est quand même assez bas par rapport aux bénéfices qu'est capable de générer l'entreprise Vicat. Vinci, je suis actionnaire également de Vinci pour les dividendes. Donc Vinci, c'est de la construction, c'est les concessions autoroutières et aéroportuaires, très présents dans le secteur des aéroports. Donc forcément, ce pôle-là souffre depuis 2 ans maintenant. Au niveau de Vinci, je suis très peu exposé, j'ai seulement 11 actions. Donc ça, c'est pareil, c'est un regret. J'aimerais, si jamais il y a des opportunités, me renforcer plus fortement au niveau de l'action Vinci aux alentours des 80-85 €. Alors dernièrement, ça avait baissé. J'avais en tête de pouvoir rentrer vers 76 €. Donc j'étais un petit peu trop gourmand, mais c'est vraiment le niveau que j'ai en tête. Si jamais ça rebaissait assez fortement, s'il y avait une correction boursière et que ça allait vers ces niveaux-là, très certainement, je me renforcerai de manière très forte. Vraiment, au niveau de l'entreprise Vinci qui est très très bien gérée sur le long terme. Au niveau des dividendes reçus, j'ai reçu 7,15 € en 2021, puisqu'en fait, au moment du détachement du solde des dividendes Vinci, je n'avais pas encore investi sur cette entreprise, donc je n'ai touché que la compte sur dividende qui a été versée en fin d'année. Au niveau de Vinci, il y a eu, comme tout le monde, des baisses très importantes au niveau de 2020, en début et en fin d'année. Il y a eu des opportunités sur 2021, j'en ai profité, mais pas assez. Et donc, l'entreprise s'est revalorisée de 14% en 2021. On termine avec la toute dernière action. Ça y est, on y arrive. Worldline, c'est une position purement spéculative de revalorisation de ma part, donc pas du tout dans une optique dividende. Worldline, c'est un des premiers prestataires européens de services de paiement électronique. Donc ils sont très très bien positionnés sur un marché qui est porteur des paiements qui se développent de plus en plus au niveau électronique au détriment du cash. Après, il y a une concurrence qui est quand même importante au niveau de Worldline. Ils ont racheté Ingenico. Vous savez, les TPE que vous voyez quand vous allez dans les magasins pour régler avec votre carte bancaire quand vous faites du sans contact ou quand vous tapez votre code. Et donc cette activité de terminaux de paiement, ils avaient prévu de la vendre, ça traîne, ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'acheteurs, en tout cas pas au bon prix. Et donc du coup, le marché a peur que cette activité soit vendue à bas prix, à bas coût. Donc c'est un peu le problème au niveau de Worldline. Il n'y a pas que ça, mais il y en a notamment ça qui a généré de la déception. Il y a aussi les prévisions sur les années à venir au niveau du plan
stratégiques qui ont déçu. Donc voilà, Worldline, c'est un peu ce qu'on appelle un falling angel, donc ange déchu, qui était très très bien valorisé en bourse, qui continue à être très bien valorisé, mais qui s'est vraiment cassé la figure en 2021. J'ai 50 actions Worldline, donc 3200 €, un PRU de 64 €. Il n'y a pas eu de dividende qui a été versé en 2021, donc je n'ai rien touché dessus. En plus, j'ai investi vraiment sur la dernière partie de l'année. Donc vous voyez la baisse très importante de Worldline. Le parcours, il est très fort depuis 5 ans, puisque depuis que Atos l'a introduite en bourse, parce que c'était ancienne division d'Atos, eh bien l'action avait explosé vraiment à la hausse. Mais là, il y a une baisse de 38% entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021. Donc voilà, l'action a vraiment baissé. Et je pense qu'il peut y avoir une opportunité, mais c'est beaucoup plus spéculatif que toutes les entreprises qu'on a vues jusqu'à présent. Et c'est pareil, même objectif pour moi que pour l'entreprise Ubisoft. L'objectif, c'est de pouvoir générer de la plus-value et de pouvoir derrière avoir plus d'argent pour investir dans les dividendes. Maintenant, pour le moment, c'est pas un pari gagnant au niveau de Worldline, donc je patiente. Si j'ai le cash qu'il faut, je me renforcerai potentiellement si elle baisse encore un petit peu pour faire baisser mon PRU et pouvoir majorer et maximiser mes plus-values si jamais l'action se redresse. Je pense que sur le long terme, ça devrait aller, mais maintenant, je n'en sais rien et c'est pour ça que je suis quand même patient au niveau de Worldline, mais je ne vais pas me surexposer non plus au niveau de mon capital dans cette entreprise. Je voulais vous parler rapidement, en approche de la fin, là, des anciennes actions que j'ai possédées en 2021, mais que j'ai vendues et qui m'ont généré du cash, des dividendes en 2021. Donc j'ai revendu Euronext, Vivendi, Universal Music Group, Danone ou encore CNP Assurance. Au niveau des bénéfices que j'ai générés, Euronext, j'ai généré une plus-value, donc dividende inclus, de 29%. Au niveau de Vivendi et Universal, puisque Universal est un spin-off de Vivendi, dividende incorporé, on est sur une plus-value de 18%. J'ai revendu aussi Danone qui me semblait bien pricée alors qu'elle rencontre des difficultés, 18,5% de plus-value. Et puis CNP Assurance, il y a eu une OPA dessus. Alors l'OPA n'a pas encore été réalisée, mais au lieu d'avoir du cash immobilisé, j'ai choisi de vendre à un cours un petit peu inférieur par rapport à celui de l'OPA pour pouvoir avoir du cash à réinvestir tout de suite dans différentes entreprises. Et ma plus-value est quand même plutôt belle en quelques mois, plus 62% sur CNP Assurance. Je guette Euronext. Euronext, j'aimerais bien qu'elle passe sous la barre des 80 €, aux alentours des 75-80 €. Je re-rentrerai très certainement sur l'entreprise Euronext. J'ai eu la chance pour le moment de revendre quasiment au plus haut, aux alentours de 102 €. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est quand la BNP Paribas, qui est un actionnaire historique d'Euronext, a revendu l'intégralité de sa participation aux alentours des 100-102 €. Et je me suis dit que là, il était peut-être temps que je matérialise ma plus-value sur Euronext, qui était assez chèrement valorisée, même si c'est une entreprise de très très grande qualité. On passe maintenant au bilan global après avoir vu toutes mes actions dans mon PEA. Donc on va regarder la performance que je juge plutôt bonne. Ce qui est important quand on regarde sa performance, c'est quand même de se comparer aux différents indices pour voir ce qu'on a fait par rapport à son marché de référence. Alors, même si le but, quand j'investis moi dans les dividendes, c'est pas de générer de la plus-value, de surperformer le marché. Alors, je suis pas contre la plus-value, j'aime bien et tant mieux. Mais mon objectif avant tout, c'est de me générer un complément de revenu à la retraite, ou alors peut-être avant la retraite, de pouvoir lever un petit peu le pied au niveau du taf et d'avoir un vrai filet de sécurité avec des dividendes qui tomberont, peu importe ce qui m'arrive dans la vie. Donc voilà, au niveau du CAC 40, le CAC 40 a progressé de plus 28,85%. C'est une année quasi historique au niveau du CAC 40. C'est exceptionnel de faire ce genre de résultats sur une année, donc quasiment 29%. Si on regarde le CAC 40 GR, le CAC 40 GR, c'est quoi? C'est dividendes réinvestis, parce que l'indice du CAC 40, il n'est pas dividende réinvesti, mais il y a quand même un indice qui a été créé qui est le CAC 40 GR, donc dividendes réinvestis. On voit l'impact positif des dividendes pour la performance, puisqu'on passe de plus 28,9% sur une année à plus 31,9%. Donc ça, c'est les indices de référence, parce que moi, je suis avant tout sur l'action française, même si je me diversifie. Au niveau du S&P 500, donc les 500 plus fortes capitalisations américaines, on est sur du plus 27%. Et oui, une fois n'est pas coutume, le S&P 500 a sous-performé les indices européens, notamment l'indice parisien. Et si on regarde l'Eurostoxx 50, eh bien, on est sur une progression en 2021 de 20,99%. Alors, qu'a fait mon portefeuille?
portefeuille, eh bien je vous l'ai mis ici, je vous ai mis les screenshots de mon PEA. Donc vous voyez par rapport à l'indice CAC 40, je suis en légère surperformance puisque je suis à 29,20 quand l'indice a fait 28,86. Si on regarde même le Nasdaq, et ouais le Nasdaq 100, eh bien on voit que le Nasdaq 100 a progressé de un peu moins de 27%, donc j'ai surperformé le Nasdaq. Au niveau de l'Eurostoxx 50, eh bien ma surperformance est de quasiment plus 50% par rapport à l'Eurostoxx 50. Alors je vous l'ai dit encore une fois, je vous le mets parce qu'on me l'a demandé, on m'a dit oui tu génères pas mal de dividendes, mais est-ce que ton portefeuille il se valorise parce que les dividendes ça fait baisser la valeur d'une action, etc. Donc là j'ai voulu faire cette vidéo aussi pour montrer que non, c'est pas vrai, le dividende en fait ne fait pas baisser la valeur d'un portefeuille. Si à l'instant T c'est vrai, mais par contre dans le temps, à partir du moment où vous investissez dans des entreprises qui sont saines, elles sont capables de générer des futurs flux de trésorerie qui sont intéressants, et ça se reprice, ça se revalorise, donc les actions regagnent très souvent rapidement ce qu'elles ont versé comme dividende à leurs actionnaires. Et d'ailleurs on le voit puisque même dans une année où la croissance de l'indice parisien était exceptionnelle, était historique, eh bien mon portefeuille a légèrement surperformé. Alors vous voyez, légèrement surperformé le CAC 40, par contre pas le CAC 40 GR, légère sous-performance, mais il faut savoir que dans mon portefeuille, comme vous avez pu le découvrir, j'ai des actions à dividendes et j'ai aussi ce que j'appelle les valeurs de retournement, des recovery. Et donc si jamais je retraite mon portefeuille PEA en comptant vraiment quasiment que les actions qui sont dédiées dividendes, j'ai fait mon portefeuille PEA moins ce que j'ai investi dans les valeurs de retournement AB InBev, Atos, Ubisoft et Worldline, j'arrive à une performance de plus 31,89%. Donc mon portefeuille dividende PEA fait une performance qui est ISO à celle du CAC 40 GR. Et encore, j'ai pas retiré les Orpea et autres où j'ai pas touché de dividendes parce que j'ai investi après la date du détachement. Voilà, j'ai pas retouché tout ça. J'aurais pu et ça m'aurait fait une performance encore un peu plus importante. Là, j'ai vraiment retiré que les fameuses valeurs de retournement dont je vous ai parlé dans ma vidéo. Donc vous voyez qu'il est tout à fait possible d'avoir la même performance que le marché, même quand le marché s'envole, alors que vous avez un portefeuille à dividendes. On verra ce que ça donnera sur 2022 et encore une fois, c'est pas mon objectif premier, mais c'est bien d'avoir ce suivi et comme on me l'a demandé, eh bien j'ai tenu à faire ce petit comparatif. Au niveau de mon rendement sur capital investi dans mon PEA, en ce qui concerne les actions à dividendes, eh bien, je suis sur 6,41%. C'est-à-dire que dans les actions à dividendes, dans mon PEA, j'ai investi un capital initial. Donc, quand je dis initial, c'est qu'il est venu au fur et à mesure. Donc ça, c'est retraité des plus-values. On est sur 90 000 € que j'ai investi sur les actions à dividendes. Et donc, mes dividendes PEA hors valeur de retournement, parce qu'il y a quand même une valeur de retournement qui verse du dividende, eh bien, j'arrive à 5 758 €. Je suis donc à un rendement sur capital investi de 6,41%. Alors il est à noter que ce taux de rendement sur capital investi, normalement, année après année, il doit être amené à augmenter puisque je réinvestis mes dividendes, donc il y a forcément un impact positif puisque même si jamais je ne remettais pas d'argent sur mon PEA, pas d'argent supplémentaire, eh bien j'aurais quand même du capital distribué par ces entreprises que je pourrais réinvestir dans des actions à dividendes. Et si jamais là par exemple je mettais 0 € de capital en plus en 2022 et que je réinvestissais la totalité des sommes que je vais percevoir en 2022, eh bien mon taux de rendement sur capital investi, j'ai calculé qu'il augmenterait automatiquement à 6,9%. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo dans sa totalité. Je sais qu'elle était longue, mais c'était important en toute transparence de pouvoir vous donner l'intégralité des actions que je possède dans mon PEA. J'ai scindé la vidéo, c'est-à-dire que je possède aussi un PEA PME et un compte titre. Je ferai une vidéo plus tard sur ces différents comptes. En tout cas, merci encore pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter, abonnez-vous également et puis surtout un maximum de likes pour me récompenser de mon travail. Ce serait super sympa de votre part. Merci encore et à très vite. Ciao.